Immédiatement, Chu se tourne vers le père et lui dit qu'il a entendu qu'elles sont toutes de véritable beauté. Donc le gars attend avec impatience de les rencontrer. Le père lui-même a été très effrayé par ces paroles, car cela ne faisait pas du tout partie de ses plans. Il a immédiatement affiché une expression surprise sur son visage et a porté sa main à son verre de rhum. En sortant du bâtiment, Chu dit que le destin est une chose totalement imprévisible, et qu'il pourrait se rapprocher soudainement, et alors le mariage ne serait pas loin. Et il ajoute également que la naissance d'un enfant ne serait pas loin non plus. Puis il passe immédiatement à un autre sujet, parlant du printemps dehors et du temps agréable à cette période de l'année. Le père a crié très fort pour convoquer immédiatement un conseil de famille. Les cheveux sur sa tête se sont dressés. Chu lui-même comptait sur cette réaction, donc il a souri et est parti, puis il a sauté en l'air et a tapé des talons contre ses chaussures. Quoi qu'il en soit, il savait très bien manipuler, et il a obtenu ce qu'il voulait. Les événements se déroulent à Yangtze. L'homme ordonne à quelqu'un de surveiller de près quelqu'un d'autre. Immédiatement, un homme sort un papier plié en trois de sa cape. Immédiatement, celui qui avait donné l'ordre se tourne vers cet homme en disant qu'il aurait pu s'en passer. Mais celui-ci répond seulement qu'il le fait de tout cœur, car ils ne sont plus des étrangers les uns pour les autres. Immédiatement, l'homme se tourne vers les porteurs et leur demande pourquoi ils mettent autant de temps avec toutes ces affaires. Il leur dit immédiatement de tout décharger rapidement, et il se dirige rapidement vers le petit déjeuner. Après un certain temps, ils ont fini toutes les tâches à bord, et le gars qui avait remis l'enveloppe à l'homme leur souhaite un bon voyage à tous. Mais dès que les gens montent à bord, l'expression du visage de ce gars change pour devenir contrariée et légèrement agressive. Il murmure immédiatement que ces bureaucrates ne savent faire que briller leur argent. Et le navire part en mer. Immédiatement, le gars descend d'une petite élévation dans la cale du navire. Il voit une ombre derrière une énorme pile de boîtes dans un coin. Il dit que l'homme ne devrait pas s'inquiéter, car il a ordonné à ses marins de ne pas descendre dans la cale avant d'arriver à Wuhan. Immédiatement, l'homme qui se cachait dans l'ombre sort et dit à son interlocuteur qu'il lui paiera le reste de l'argent dès qu'ils atteindront la terre ferme. Celui-ci lui dit que cela ne peut pas se passer autrement. Le gars sortit de la cale et dit que maintenant il ne reste plus qu'à affronter la rencontre avec les pirates du cachalot noir. Il dit qu'ils n'auront aucun problème avec le paiement pour le passage. Mais tout à coup, on entend un cri qui exprime une forte opposition. Chu et Song montèrent immédiatement à bord dans leur dialogue. C'était surtout Song qui se faisait entendre, Chu écoutant simplement ce que le gars lui disait. À ce moment-là, les voiles étaient déjà hissées. Chu demande à Song pourquoi il est si nerveux face à ces pirates. Song répond que cela ne se passe pas comme ça, et en plus, il l'a déjà expliqué plusieurs fois à son oncle. Song continue immédiatement en parlant des pertes qu'ils subiront lors de la bagarre, bien que la capture des pirates soit une bonne chose. Chu, quant à lui, pensait que la situation locale était pour lui comme une forêt sombre et sauvage, mais ce n'était pas une si grande affaire. À l'expression faciale de son oncle, Song répond que même sur le visage de Chu, il est évident qu'il ne sait absolument rien de tel. Le gars continue immédiatement en disant que provoquer les pirates du Yangtze pourrait entraîner des problèmes beaucoup plus graves que ceux que Chu peut imaginer. Song demande à son oncle ce qui se passera s'il provoque une confrontation avec ces pirates et déclenche une guerre avec le groupe du fleuve Yangtze. Est-ce que Chu a l'intention de se battre seul contre toutes les hordes de pirates? À cela, Chu répond simplement d'un air ennuyé en demandant au gars s'il se plaint toujours autant. Song dit qu'il y a même plus que ça, ils ont aussi un monstre avec lequel son grand-père mène une lutte acharnée. Chu s'intéresse immédiatement à savoir quel est ce monstre. Song explique que c'est le roi dompteur des eaux, Gu Sajia. C'est ainsi que l'homme qui se prend pour un monstre marin est appelé. En réponse à cela, Chu frappe mécontent le poing sur la table devant laquelle ils étaient assis avec Song. Il s'écrie qu'il y a tant de bruit pour un homme qui se prend pour un monstre marin. Mais Song lui répond immédiatement que si son oncle se précipite courageusement dans la bataille et déclenche une guerre, tous les passages du fleuve Yangtze seront détruits, ce qui entraînera d'énormes pertes. Donc le gars demande à Chu de rester tranquille et de ne pas faire de mauvaises actions. À toutes les paroles du gars, Chu lui assène une grande gifle. Immédiatement après cela, Song se saisit de sa tête nouvellement meurtrie et demande à son oncle pourquoi il commence toujours à se battre, et que c'est aussi une mauvaise habitude. Chu, quant à lui, fait semblant de ne rien entendre. Il se demande immédiatement s'il existe un tel monstre, le roi dompteur des eaux. Chu maugréa en lui-même et pensa qu'il n'y avait plus rien à faire ici, que cette fois-ci il devrait rester calme et ne pas se faire remarquer. L'un des hommes à bord examinait l'environnement autour de lui, et dès qu'il tourna la tête et regarda de plus près, il vit que le navire des pirates du cachalot noir se dirigeait droit vers eux. Il cria immédiatement, alertant ainsi tout le monde à bord du navire. L'homme pointa du doigt en direction du navire. Tous les gens à bord ne faisaient que regarder avec horreur le navire des pirates du cachalot noir qui s'approchait d'eux.
Leurs visages exprimèrent la peur et la confusion totale. Immédiatement, l'un des pirates jeta une passerelle entre les deux navires pour accéder au navire où se trouvaient Song et Chu. Immédiatement, le jeune homme qui était précédemment dans la cale s'approcha d'un des principaux pirates. Il s'étonna immédiatement de voir quel genre de personne avait osé monter à bord. Il dit également que c'était le propriétaire du port lui-même, Monsieur Q-Doc. Il demanda comment se portait l'homme. Monsieur Q-Doc répondit avec joie que cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, et lui demanda comment il allait. Le jeune homme lui répondit qu'il allait bien grâce à leurs efforts, et lui demanda immédiatement d'apporter ceux dont il avait parlé. Les pirates du cachalot noir apportèrent immédiatement une énorme caisse remplie de pièces d'or, en disant que c'était leur paiement pour avoir accès à leurs eaux. Q-Doc leur dit que cette approche lui plaisait clairement, car il n'avait même pas besoin de dire un mot au jeune homme, il faisait tout lui-même. Song, qui observait de loin, vit que l'accord avec Q-Doc avait visiblement réussi. Song se demanda immédiatement pourquoi, puisqu'ils avaient obtenu tout ce dont ils avaient besoin, ils n'avaient toujours pas quitté leur navire. La raison en était que Chu avait déclaré qu'il n'était pas nécessaire de se préoccuper de détails insignifiants lorsque l'on était entouré par une mer aussi magnifique. Mais Q-Doc mentionna qu'ils avaient réglé la question du passage, mais qu'il y avait encore une autre affaire pour laquelle ils ne pouvaient toujours pas quitter leur navire. Il s'agissait de retrouver une personne pour laquelle ils avaient reçu une commande. Les gens autour furent immédiatement surpris par ces paroles. Q-Doc demanda au jeune homme si tout le monde ici était à bord, ceux qui étaient montés sur le navire, et s'il n'y avait personne d'autre à bord. Le jeune homme commença immédiatement à s'inquiéter, et une sueur apparut sur son front. Il se moqua immédiatement des paroles de Q-Doc. Mais Q-Doc lui dit immédiatement qu'il le connaît comme sa poche, et qu'il sait que parfois le gars transporte des contrevenants sur son navire. L'homme posa immédiatement sa main sur l'épaule du jeune homme. Face à ces paroles, le jeune homme ne put rien répondre de pertinent. Pour ne pas effrayer davantage le jeune homme, Q-Doc lui dit que s'il découvre que la personne qu'il transporte n'est pas celle qu'il recherche, il fermera simplement les yeux là-dessus, alors que le jeune homme devrait parler, car ni lui ni Q-Doc n'ont l'intention de se nuire mutuellement. Le jeune homme dit alors qu'il en avait un dans la cale aussi. Q-Doc cria à tous, les mettant en garde que la personne qu'il recherche a commis un crime terrible et s'est enfuie, et que s'ils coopèrent avec les pirates, rien de mal ne leur arrivera. C'est pourquoi l'homme demanda à tout le monde de former une ligne. Tous les gens autour se mirent immédiatement en ligne. Mais soudain l'un des pirates remarqua Chu, qui se tenait à l'écart des autres et regardait simplement la mer. Chu reçut immédiatement une gifle de la part de ce même pirate. Le pirate cria immédiatement à Chu en l'appelant un gamin, demandant s'il n'avait pas entendu qu'ils devaient tous se mettre en ligne. Song commença immédiatement à s'inquiéter, car même si ce pirate ignorant l'agressait inopinément, cela pourrait avoir de graves conséquences. Song priait de toutes ses forces pour que son oncle Chu fasse preuve ne serait-ce qu'un peu de patience et ne démarre pas une bagarre pour si peu, car cela pourrait avoir des conséquences graves. Soudain, des bruits étranges émanèrent de la cale, apparemment émis par l'homme que le jeune homme transportait dans la cale. Tout le monde se retourna immédiatement vers la sortie de la cale, attendant que cet homme apparaisse. Q-Doc observa l'homme en vêtements noirs avec des ornements blancs dans certains endroits qui sortaient de la cale. Q-Doc s'adressa en premier au jeune homme, lui disant qu'il avait refusé de sortir en premier, préférant plutôt toucher ses copains. Mais le criminel lui répondit que Cuban l'avait-il dénoncé, car s'il l'avait déniché, ils avaient dû bien se creuser la tête. Mais comment pouvait-il confier cette tâche à de simples pirates insignifiants? Q-Doc entra immédiatement dans une rage folle et se précipita vers le jeune homme, dégainant son épée acérée qu'il sortit de son fourreau. Il lui cria qu'il lui couperait simplement la tête de ses propres mains. Et voilà, Q-Doc dégaine complètement son arme, se préparant à attaquer son ennemi qui avait insulté grossièrement tous les pirates, et pas seulement lui. À ce moment-là, Chu pense que ce pirate n'est pas si mal. Cependant, le criminel décide de faire les choses différemment, et, au lieu de se battre immédiatement, choisit de casser le mât de leur navire. Tous les gens autour le regardent avec étonnement. Chu, en colère, saisit rapidement son épée et crie qu'il montrera à ces maudits bâtards. Mais Song arrête immédiatement son oncle Chu. Q-Doc commence à attaquer le criminel, mais celui-ci se défend habilement en évitant tous les coups, ou les esquivant. Chu, observant attentivement, remarque quelque chose de très intéressant. À savoir, le criminel avait un tatouage d'un serpent rouge sur son bras. Chu se souvient qu'en prison de l'Union de Changmu, il y avait un homme avec un tatouage de serpent rouge. Son nom était Hwan Doksam, et c'est cet homme qui connaît l'emplacement du deuxième trésor, le même que Chu recherche. Dans l'esprit de Chu, il semble que même dans cette vie, les cieux le poursuivent de près. Song crie alors à son oncle de ne pas s'impliquer dans cette bagarre, car il lui a promis de ne pas se mêler à cela. À cela, Chu dit à Song de veiller sur les gens à bord et l'avertit que s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne blessée, il s'entraînera intensivement à manier la colère de l'épée pendant 2 jours.
Song dégaine immédiatement le tranchant aigu de son épée, comprenant qu'il ne pourra pas parer tous les coups dirigés vers eux. La peur et la détermination se mêlent dans ses pensées, et il est prêt à affronter leurs adversaires. La seule façon pour Song d'augmenter la vitesse de son épée était d'utiliser l'épée de la tristesse, qui donnait à l'épée beaucoup plus de légèreté et de mobilité. Cette épée était leur dernier espoir de réussir dans cette confrontation. Song commence immédiatement à parer les coups dirigés vers les gens pacifiques à bord. Immédiatement, quelqu'un le remercie pour le fait qu'il les protège, sacrifiant aussi sa propre vie. Quant à Song lui-même, il se demande ce que son oncle Chu va faire. Kudok se prépare à attaquer son adversaire avec force, criant pour qu'il meure plus vite. Cependant, l'ennemi esquive habilement le coup de l'énorme épée. L'homme remarque que Kudok met trop de force dans son coup. C'est alors que le criminel comprit que c'était sa chance de gagner facilement cette bataille. Il décida immédiatement de frapper le visage du pirate de son poing, comme s'il essayait de tirer parti de la situation au maximum. Cependant, la surprise fut grande lorsque Chu s'impliqua également dans la bagarre, empêchant le criminel de causer le moindre préjudice à Kudok, comme de l'eau ajoutée à un tourbillon qui les engloutissait. Chu réussit immédiatement à faire sortir la grande et lourde arme de Kudok de ses mains. Les deux hommes étaient en état de choc, et ils ne comprenaient clairement pas ce qui se passait. Chu serra son poing et le dirigea vers le côté, accumulant ainsi de la force pour un coup à venir. Il lança un coup précis directement dans le ventre de Kudok, qui vola loin de l'impact puissant du poing de Chu. L'homme hurla de douleur. Le criminel demanda immédiatement à Chu pourquoi il avait fait cela. Mais Chu avait seulement une question pour lui, à savoir s'il était bien Wan Doksam, dont il avait parlé précédemment. À ce nom, le criminel sursauta légèrement, et des gouttes de sueur coulèrent de son visage. Il était visiblement inquiet. Chu lui dit que selon l'expression de son visage, il semblait que le gars avait raison dans ses suppositions. C'est ainsi qu'il justifia sa décision de sauver ce délinquant, car Chu avait une autre question à lui poser. Chu s'approcha des autres pirates et leur dit qu'il avait besoin de cet homme de toute urgence, alors ils devaient prendre une décision. Chu leur dit qu'il n'était pas nécessaire de les combattre tous, ou bien ils pouvaient partir silencieusement sans combat ni perte. Les pirates ne firent que regarder étonnamment le gars, mais il s'avéra qu'ils regardaient précisément le criminel. Dès que Chu se retourna vers celui qu'il appelait Wan Doksam, il n'y avait plus personne à sa place. Apparemment, il avait réussi à s'échapper quelque part. Chu se précipita vers le bord du navire, s'appuyant sur la rambarde pour regarder dans l'eau. Et, de manière étonnante, Chu vit son récent ami dans l'eau, qui avait simplement décidé de s'enfuir sans dire merci pour l'avoir sauvé de la noyade. Chu jura immédiatement qu'il l'avait sauvé avec tant de difficulté et qu'il avait agi de cette manière. Kudok se mit immédiatement à crier pour que tous les pirates autour de lui attrapent ce salopard et ne le laissent pas s'échapper si facilement. Tous les pirates sautèrent immédiatement dans l'eau et nagèrent après le criminel qui s'était enfui comme un rat en sautant par-dessus bord. Tout ce cirque fut observé par Chu, légèrement fatigué, qui n'aimait clairement pas la situation qui se déroulait autour de lui. Chu appela Song d'une voix forte, ce qui fit immédiatement réagir le garçon à l'appel de son oncle. Chu ordonna ensuite à Song de se séparer rapidement de Kudok. Le pirate lui-même, qui était toujours assis par terre, était un peu choqué car il ne comprenait pas de qui on parlait, s'il s'agissait de quelqu'un d'autre ou de lui-même. Chu expliqua également que s'il ne réussissait pas la mission qui lui avait été confiée, il connaissait parfaitement la punition qui l'attendait. Song sentit immédiatement des frissons parcourir son corps, car il se souvint qu'il devrait s'entraîner au méchant pendant 2 jours. Chu précisa également que s'il laissait échapper Kudok, il devrait s'entraîner au courroux pendant toute une semaine. Song cria haut et fort, affirmant qu'il était prêt à aller jusqu'au bout du monde pour ne pas laisser échapper le criminel. Chu, à son tour, se tourna et afficha un sourire. Il s'approcha du bord du navire, rassemblant ses forces et se préparant à l'action. Chu sauta immédiatement du bateau dans l'eau, provoquant une petite explosion d'eau autour de lui, créant une petite bombe d'eau. Les gens furent surpris de voir Chu se transformer en requin, lui permettant ainsi de nager rapidement sans dépenser d'énormes efforts dans son corps humain. Chu se précipita vers le criminel, ne le perdant pas de vue. Cependant Kudok, qui était encore choqué par ce qu'il venait de voir, entendit une voix derrière lui. Song décida finalement de poser au pirate des questions sur son identité et sur la raison pour laquelle il le poursuivait. Song ajouta que son oncle Chu était vraiment incroyable, car il n'avait même pas remarqué quand il avait appris cet art aquatique. Il expliqua également qu'il avait entendu dire du chef de la famille Yu que Chu avait passé suffisamment de temps dans l'eau pour perdre rapidement son poids supplémentaire, et c'est probablement à ce moment-là qu'il avait appris cela. Kudok décida de se relever finalement et, en même temps, il demanda à Song qui il était. Song s'approcha de lui et sortit son épée de son fourreau. D'une voix calme, il dit qu'il se souvenait que son oncle Chu lui avait récemment ordonné de se débarrasser du pirate.
Kudok, complètement abasourdi, demanda s'il était fou et s'il ne savait pas qui il était. Son répondit à Kudok qu'il était un pirate très méchant qui avait failli tuer tous les gens à bord du navire. Kudok, stupéfait, cria. Le garçon posa sa main sur la tête de Kudok et dit qu'il n'était pas nécessaire de discuter davantage, car il avait simplement reçu l'ordre de s'occuper du pirate, et c'est ainsi qu'il allait procéder. Pendant que les pirates nagèrent devant, Chu s'approcha de l'un d'entre eux et lui adressa la parole. Il renversa M. Wang, qui s'écria que ce gars était vraiment un voyou. Wang sortit rapidement son épée et frappa à l'endroit où Chu était auparavant, mais il fut très surpris de ne plus voir personne à cet endroit. Alors que Wang cherchait où était Chu, ce dernier arriva par-dessus et posa son pied directement sur le visage de Wang, atterrissant ainsi avec succès. Chu repoussa Wang et sauta plus loin. Wang lui-même commença à descendre rapidement vers le fond de l'eau. C'est à ce moment-là que Chu eut une excellente idée à ses yeux. Il était sûr de lui et déterminé. Chu commença à sauter sur les têtes des pirates qui nagèrent vers Wang Doksam. Chu se mit à dire une pensée qu'il jugeait très intelligente. En l'occurrence, si Bodhidharma a pu traverser la grande rivière Wangé sur une simple feuille de roseau, alors cela signifiait aussi que Chu pouvait traverser la rivière Yangtze sans effort, en marchant sur la tête des pirates. Chu cria à M. Doksam qu'il devrait s'arrêter maintenant et enfin cesser de fuir. Wang Doksam fut surpris de voir que Chu avait pu traverser cette pitoyable foule de pirates sans difficulté. Et il se demanda si ce gars n'était pas un grand maître capable de marcher sur l'eau. En réalité, Chu maîtrisait simplement parfaitement les arts martiaux. Cependant, même dans ces circonstances, Wang Doksam ne pouvait pas simplement se laisser faire ou perdre face à son ennemi. Il sauta immédiatement vers Chu, se préparant ainsi à l'attaque. Chu, pour sa part, dit à Wang Doksam qu'il n'avait pas vraiment besoin de gaspiller toutes ses forces, et qu'il ne se fatiguerait même pas trop lors de leur combat. Lorsque Wang Doksam porta son premier coup à Chu, ce dernier esquiva facilement son attaque sans difficulté particulière. Cependant, Chu riposte immédiatement à Wang Doksam pour qu'il ne se relâche pas trop, en le saisissant par le col. Chu jette immédiatement Wang Doksam de toutes ses forces sur la terre ferme, tout en restant vigilant vis-à-vis de son adversaire. Pendant son volume, l'homme criait fort, car il ne s'attendait absolument pas à une telle manœuvre de la part de son adversaire. Chu lui dit que c'était précisément pour cette raison qu'il n'avait pas besoin de dépenser ses forces, car il lui avait dit qu'il ne le tuerait pas, mais plutôt qu'il voulait le sauver en échange d'informations qui l'intéressaient. Wang Doksam s'exclama immédiatement en disant qu'il n'avait aucune raison de faire confiance à un voyou comme Chu. En réponse à ces paroles, Chu dit simplement qu'il n'avait même pas eu le temps de se présenter que Wang Doksam le traitait déjà de tous les noms, et que cet homme pensait vraiment que les règles de la guerre s'appliquèrent partout. Chu porte alors un coup précis à la poitrine de Wang Doksam. Après ce coup de son ennemi, Wang Doksam remarque qu'il ne peut même pas bouger son petit doigt de pied gauche. Chu lui dit alors de ne même pas essayer de s'enfuir, car il s'occuperait personnellement de ceux qui tenteraient de les déranger, et ils pourraient s'asseoir tranquillement et discuter entre eux. Et juste au moment où Wang Doksam allait poser à Chu la question de son identité, il reçoit 2 coups précis et habiles approximativement à l'emplacement de ses clavicules. Sa surprise et son choc sont incommensurables lorsqu'il ouvre la bouche mais qu'aucun son ne sort. Chu le rassure un peu en lui disant que lorsque sa volonté est supprimée, il ne peut pas mourir, et lui demande simplement de ne pas lui en vouloir, mais il a peur que l'homme puisse s'échapper à nouveau. Chu se tourne alors vers les autres pirates qui sortent activement de l'eau avec diverses armes. Il demande à Wang Doksam comment il devrait agir avec eux tous. Chu comprend qu'à ce stade, une foule assez conséquente de ces pirates s'est rassemblée autour d'eux, et qu'il pourrait avoir quelques difficultés à se battre seul contre tous. Cependant, il remarque immédiatement que l'arme secrète des 7 Tan est dissimulée autour d'eux, et c'est exactement ce dont il a besoin maintenant. Une énorme foule de pirates se précipite alors vers Chu en criant de manière agressive qu'il faut le capturer d'urgence, ainsi que ce délinquant. Pendant ce temps, Chu rassemblait calmement toutes les armes dont il avait besoin, dispersées autour d'eux. Au début, Chu avait un caractère très calme et patient, mais comme le disait son professeur très sévère, Han Shonsu, tout ce qui existe peut devenir une arme cachée contre ton ennemi. Lorsqu'une personne atteint un certain niveau, elle peut utiliser non seulement des cailloux, mais aussi du sable comme arme en cas de besoin. Mais pour l'instant, Chu avait assez de ceux qu'il avait. Dans la forteresse des 9 dragons, Chu utilisait tranquillement la neige en abondance comme arme. Mais maintenant, il utilisait des pierres. Elles sont immédiatement volées à grande vitesse vers les pirates. Immédiatement, la moitié de la bande de pirates fut vaincue par une simple manœuvre du garçon. Il gisait avec de grosses bosses sur le front et des contusions sur tout le corps. Les pirates restants étaient très effrayés, car ils ne savaient pas à quoi s'attendre de la part de leur adversaire aussi puissant que le seigneur Chu.
Chu a déclaré que se battre avec les pirates pourrait déclencher une guerre entre eux, comme son jeune neveu Song l'avait dit. Au cours de leur combat, des gens pourraient également être blessés, ce qui ne serait pas une bonne chose. Cependant, Chu saisit alors une épée que le pirate avait probablement laissée tomber plus tôt. Il dit alors qu'il devrait effacer toutes les traces et éliminer les témoins. Les pirates se mirent immédiatement à fuir dans la direction opposée à celle de Chu, car ils avaient très peur de ce qu'il pourrait leur faire. Mais Chu fit un pas en arrière, rassemblant plus de force, et fit quelques mouvements rapides avec son épée nouvellement acquise. Ce coup était précis et ciblé. Chu lança l'épée empruntée au pirate avec force, la faisant s'enfoncer profondément dans le sol. Il dit à Hwang Doksam qu'il venait de régler la situation avec les pirates. Maintenant Chu était complètement concentré sur Hwang Doksam, et en le saisissant par le menton, il lui dit qu'il était temps de discuter un peu. Chu avait finalement redonné la parole à l'homme, qui cria immédiatement qui diable il était. Chu répondit alors qu'il était Jin Wigan. On ne savait pas si Hwang Doksam était lié à un serviteur. C'est pourquoi Chu ne pouvait pas se permettre de révéler sa véritable identité à cet homme. Maintenant, Chu devait réfléchir sérieusement à la manière de tirer des informations de cet homme. Chu dit à Hwang Doksam qu'il lui poserait une seule question, donc il ferait bien de prendre sa réponse au sérieux. En particulier, où se trouve la coquille millénaire. L'expression faciale de Hwang Doksam changea immédiatement. Il fut très surpris que le garçon connaisse une telle information. Chu s'exclama immédiatement avec joie que Hwang Doksam semblait vraiment connaître l'emplacement de la coquille millénaire. Le garçon demanda immédiatement où elle se trouvait. Hwang Doksam essaya de faire semblant de ne rien savoir sur cette coquille et répondit simplement qu'il ne savait pas. Immédiatement, Chu se redresse et dit à Hwang Doksam qu'il va immédiatement vérifier si cet homme ne sait vraiment rien sur la coquille et où la trouver. Chu a immédiatement commencé à frapper l'homme avec ses pieds, disant que même s'il dort profondément, s'il avoue avant d'être enterré, il n'aura pas besoin de dormir. Chu a commencé à expliquer à Hwang Doksam que cela ne se produira certainement pas sur le devant de la maison ou dans les montagnes derrière. L'homme lui-même pensait que Chu était vraiment un fou. De loin, Song observait toute cette scène. Il a immédiatement pensé à pourquoi Chu allait si loin, et il a également remarqué que son oncle battait Hwang Doksam beaucoup plus fort que lorsqu'il l'avait frappé. Mais Song s'est détourné et s'est tourné vers Kudok, s'adressant à lui. Song lui a dit qu'il pouvait prendre son temps et lui a dit de ramer aussi lentement que possible. L'homme lui-même ne comprenait pas la logique du garçon, car il l'avait récemment pressé, mais maintenant il lui disait de ralentir, en l'appelant un instable. Kudok a pensé qu'il pourrait bien supporter un peu plus, mais quand les chefs apparaîtront, ils se retrouveront tous les deux en enfer. Chu se pencha sur Hwang Doksam, lui disant qu'il avait enfin repris conscience, car il était inconscient depuis 4 heures maintenant, depuis qu'il l'avait assommé. Chu proposa immédiatement à Hwang Doksam, avec un regard menaçant, de revenir à l'ancienne méthode, c'est-à-dire que le garçon le frapperait avec ses pieds pour lui arracher la vérité. Song, à ce moment-là, regarda quelque chose au loin avec étonnement. Chu remarqua également cela, et lui demanda ce qui se passait. Ils continuèrent à naviguer jusqu'à ce qu'ils entendent un rire venant de quelque part. Kudok rit et dit que ces voyous avaient-ils finalement compris qu'ils étaient actuellement en face du vaisseau principal des pirates du cachalot noir, et que maintenant ils allaient tous nourrir les poissons au fond de la mer. Mais Chu asséna immédiatement à Yu Hyung un coup, diviser pour mieux régner, et dit plus tard à Song qu'il semble qu'ils aient des invités. Song, d'un ton mécontent, rappela à Chu qu'il lui avait demandé instamment d'être beaucoup plus prudent et de rester caché, mais l'oncle lui répondit calmement qu'il était maintenant trop tard pour faire quoi que ce soit. Il dit au garçon que tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était simplement profiter des conséquences. Chu suggéra rapidement à son neveu de se débarrasser de ceux qui se dressaient sur leur chemin et de retourner sur le navire. Les gars se précipitèrent alors dans la bataille, et Chu cria qu'ils allèrent bientôt accueillir leurs nouveaux invités. Bientôt, il ne restait plus que des débris du navire des pirates du cachalot noir, sur lesquels flottaient les corps des pirates. Quelqu'un avait quand même réussi à s'échapper et à survivre. Un pirate regarda mécontent dans leur direction, et remarqua qu'il y avait un petit bateau avec seulement 2 personnes. Kudok ramait sur ce bateau tandis que Chu le poussait pour que l'homme nage beaucoup plus vite. Le pirate lui-même fut enragé en voyant cette scène, car Kudok était actuellement comme un ver fou, et en plus, pourquoi cet homme était-il assis aux rames de ces gars étranges? À ce moment-là, un autre survivant rejoignit le pirate et lui demanda s'ils avaient au moins une fusée de signalisation qui n'avait pas encore été mouillée, celle qui est rouge. Le premier pirate commença immédiatement à fouiller sa tenue à la recherche du projectile rouge. Il dit à son interlocuteur que le capitaine apprendrait alors qu'ils avaient accepté cette mission de leur propre chef. Mais le second lui répondit de cesser de bavarder et de tirer immédiatement la fusée de signalisation. Il ajouta également que d'accord, ils écoperaient de quelques jurons du capitaine,
Mais est-ce vraiment si important lorsque la fierté des cachalots noirs est en jeu? Le pirate tira immédiatement la fusée de signalisation vers le haut en pensant que lorsque le projectile monterait, cet homme serait sûrement là. Le pirate pensait en lui-même que le roi dompteur des mers, ayant soumis tous les autres pirates, est craint même par les guerriers du monde des combats. Pendant que le fonctionnaire restait assis tranquillement, on lui apporta immédiatement des nouvelles selon lesquelles la fusée rouge avait été lancée au-dessus de la rivière Yangtze. Il se mit alors en effervescence et se leva de sa place, frappant bruyamment la table en criant avec interrogation. C'était Shegal Subom, le grand conseiller de l'Union de Changmu. Un homme entra précipitamment auprès de Shegal, lui annonçant que la fusée rouge avait été lancée exactement 2 heures auparavant dans la région du bras du Yangtze. De plus, une grande quantité de pirates convergeait depuis l'embouchure de la rivière, exigeant immédiatement l'ouverture d'un point de passage vers le Yangtze. Shegal Subom fut immédiatement surpris par de telles paroles, car la fusée rouge n'était-elle pas un signal pirate que les pirates ne lançaient que lorsque la menace était à son comble? Shegal Subom demanda immédiatement à l'homme quelle pouvait être la raison pour laquelle les pirates avaient lancé le signal rouge. L'homme répondit alors en toute confusion qu'il ne disposait actuellement d'aucune information à ce sujet. Shegal Subom cria à CES imbécile qu'il s'était écoulé 2 heures complètes et qu'il n'avait toujours pas daigné trouver et établir la raison du lancement de la fusée rouge. Le chef était tout simplement furieux contre ces hommes si insouciants. Shegal Subom pensait que même si cet enjeu était si important que les pirates avaient lancé la fusée de signalisation rouge, ils devaient certainement la récupérer, car l'ennemi de leur ennemi était leur allié. Shegal Subom frappa violemment la table et dit à l'homme de transmettre son ordre au chef des Dragons Verts, pour qu'il se dirige immédiatement vers le point de passage ouest de Wuhan et réprime les manifestations massives. L'homme lui cria que cela ne devait pas conduire à ce que les pirates obtiennent un autre passage aquatique, faisant partie de l'alliance Changmu. Shegal Subom demanda d'où exactement avait été lancée la fusée, à quoi on lui répondit qu'il était connu que c'était une voie navigable de la nuit au Hubei. L'homme comprit immédiatement qu'il s'agissait des cachalots noirs. Sans perdre une seconde, il demanda où se trouvait actuellement le roi dompteur des mers, recevant la réponse que, selon le rapport de reconnaissance, il se trouvait dans les environs du comté des Zhou. Shegal Subom demanda ensuite au sujet de Keban, un visiteur de l'Union occupant la position la plus élevée, et on lui répondit que le plus jeune dragon errant était venu ici pour passer l'examen d'entrée dans l'escadron du dragon caché. À ce moment-là, un grognement désapprobateur retentit, demandant pourquoi on le secouait précisément maintenant, en pleine nuit. Mais on lui répondit immédiatement que la fusée rouge avait été lancée sur le fleuve Yangtze. Le gars dit que même pour de telles absurdités, il devait y avoir une limite, à savoir Kedusin, qui était le plus jeune et un dragon errant de Keban. Kedusin dit alors au gars qu'à ce moment-là, il gisait la tête sur la table à côté de lui, enfoncé dans la table, et qu'il fallait qu'il se lève. Cependant, il ne put se lever pendant un certain temps, l'homme qui dormait repoussant la main de Dushin loin de lui. Kedusin se plaignit en lui-même de s'être autant enivré, et de se demander ce qu'il y avait de bon à boire autant d'alcool la nuit, car cela nuisait grandement à la santé humaine. Kedusin cria à nouveau au gars de se lever rapidement. Cependant, il ne répondit toujours pas. Le gars lui demanda pourquoi diable Dushin était là, et en plus, en pleine nuit. Kedusin lui dit que son vénérable oncle l'avait envoyé pour une mission. L'homme demanda alors ce que cela signifiait. Kedusin s'écria avec irritation qu'il devait se rendre d'urgence au Shaanxi demain. C'est là que la guerre contre les groupes a éclaté. Cela signifiait qu'ils ne pourraient pas se voir pendant longtemps. Le gars tendit la main avec incompréhension en demandant quel était le sens de tout cela. Kedusin soupira lourdement car c'était son ami et il fallait bien lui dire au revoir. Le gars secoua la tête avec désapprobation et déclara que les adieux pouvaient attendre, car il avait déjà trop bu et était sur le point de tout vomir. Kedusin dit que son ami n'était pas du tout attaché sentimentalement. Le gars sortit une corde de quelque part et commença à faire des nœuds. Kedusin tendit la corde à l'un des hommes à proximité, lui disant de prendre ce nœud et de se diriger vers le point de passage où il trouverait un groupe d'errants. Qu'ils inspectent attentivement la voie navigable de Wuhan au nord. Le gars se frotta les yeux fatigués et déclara qu'il pouvait désormais vivre en paix, et peut-être que le roi dompteur des mers lui-même interviendrait bientôt. Il dit qu'il ne voulait pas que ce généreux vagabond souffre pour rien. Dans la nuit, 2 hommes naviguèrent en bateau à travers la mer, coupant l'eau avec leurs rames. Sur le navire lui-même se tenait un homme au physique intéressant, avec un dragon dessiné sur ses vêtements. Les débris du navire flottaient à la surface de la froide mer nocturne. La foule était très inquiète et avait peur pour sa vie, car elle était laissée sans aide sur un navire brisé, sans espoir de secours. Ils observaient également les gars en train de se débarrasser des pirates ennemis. Son renversa immédiatement l'un de ses adversaires, ce qui le fit crier de douleur en tombant au sol, lâchant son épée. Son se tourna vers son oncle, curieux de ce qu'il faisait.
Il s'avéra que Shu venait aussi de vaincre son adversaire. Le corps du pirate tomba bruyamment au sol. Après avoir réussi à maîtriser son adversaire, Shu se tourna et contempla une scène assez effrayante. Dès qu'ils étaient revenus avec Doksam entre leurs mains, un grand nombre de pirates envoyés s'approchèrent immédiatement d'eux. Shu pensa que peu importe combien ils les battaient, les pirates continuaient à arriver de la mer. Shu appela Kudok, s'adressant à lui. Le pirate répondit immédiatement. Maître Yu comprenait très bien qu'il ne pouvait pas se permettre d'être lié pieds et poings. Shu demanda à Kudok où se trouvait le port le plus proche dans les environs et qu'ils y débarquent précisément. Kudok lui répondit par l'affirmative et ses hommes se mirent immédiatement à ramer dans cette direction.